Entre 2003 et 2018, il y a une start-up aux États-Unis, en Californie pour être précis, qui va lever plus d'1 milliard de dollars. Est-ce que c'est exceptionnel? Pour l'époque, oui. Cette start-up, qui porte le nom de Theranos, et sa fondatrice Elizabeth Holmes, elle a une promesse. C'est révolutionner la médecine. En effet, sa promesse est très simple et se focalise notamment sur les analyses de sang. À travers une goutte de sang, elle explique qu'elle va pouvoir faire plus de 200 analyses, chose qui, aujourd'hui encore, demande un certain volume de sang et des très très grosses machines. Mais elle le fait sans aiguille et avec une machine de taille très réduite. Seconde spécificité, Elizabeth Holmes, quand elle crée cette start-up, elle a un parcours brillant mais sans plus, mais elle a 19 ans. Elle abandonne Stanford pour ça, pour fonder cette boîte. Et très vite, il va y avoir un engouement autour de son projet, au point de lever plus d'1 milliard de dollars. Et le monde économique va se prendre de passion, car cette femme, on la voit comme le prochain Steve Jobs. Quand des magazines, des journaux sérieux en plus, comme Fortune, Forbes, Time Magazine, mettent cette entrepreneuse en avant, et l'appellent comme ça crée un poids. Une concrétisation des choses qui est attendue. D'ailleurs, c'est la première femme qui va être amenée à diriger une licorne dans la Silicon Valley. Mais le problème, c'est que la technologie ne fonctionnait pas. Les tests vont donner des données erronées, les patients vont recevoir des diagnostics complètement erronés, les médecins qui vont se baser sur ces tests vont eux prendre des décisions complètement erronées et fausses. Bref, 2018, c'est la fin de vie pour Theranos, avec Holmes qui ne se fera condamner en 2022 pour fraude. Bref. Vous connaissez peut-être l'histoire, et je vous la fais en très résumé. Mais moi aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est pas tant cette histoire-là. C'est pas l'angle, c'est pas cette histoire qui est connue et qui est déjà présentée de nombreuses fois sur YouTube ou sur les podcasts. Je pense notamment à la chaîne de Paul qui a fait une très bonne vidéo sur ce sujet, ou encore Hard Disk. Non, c'est pas ça moi qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, comme vous le savez, moi je m'intéresse à la prise de décision, c'est comment des investisseurs, comment des gens très connus, très intelligents, vont quand même parier sur sa boîte. Et certains vont avoir l'information comme quoi la boîte ne fonctionne pas, le mécanisme, la solution ne fonctionne pas, mais vont quand même mettre la main à la poche et parier sur cette entreprise. Et ça, c'est ultra intéressant, je trouve. Effectivement, ce qui m'intéresse, c'est pas comment Holmes a trompé le monde, mais comment des gens rationnels, compétents, expérimentés, vont littéralement mettre de côté des informations pour prendre une décision qui peut sembler, avec la perspective, avec le recul, complètement irrationnelle. Et ça, cette question, si on la généralise, elle ne concerne pas que seulement le cas Theranos. Elle vous concerne comme elle me concerne. Et c'est ça ce qu'on va chercher à comprendre en passant un peu de temps sur Internet. Allez, c'est parti. Je
vais notamment m'intéresser à un cas en particulier. Ce cas est, je trouve, d'autant plus intéressant que l'entreprise et l'équipe de direction, ils sont dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine médical. Cette entreprise, elle s'appelle Walgreens. Vous la connaissez peut-être pas, ce qui est normal. Mais aux États-Unis, c'est l'une des plus grandes chaînes de pharmacie. D'après ce que je vois, à l'époque, ils avaient environ 8000 points de vente, des millions de clients. Et un modèle qui a semblement fonctionné sur des décennies. Mais en 2013, 4 ans, 5 ans après le début de Theranos, ce modèle de pharmacie commence un peu à craquer. Effectivement, les trafics en pharmacie baissent, les marges sur les médicaments s'effondrent, il y a de plus en plus de grandes surfaces américaines qui se mettent à vendre des génériques, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le gros concurrent qui arrive, c'est Amazon. Amazon qui a commencé à déposer des brevets dans la distribution pharmaceutique. Bref, ils vont bientôt s'y mettre. Jamais bon pour un business. Alors, je vais être très franc, j'ai pas accès et j'ai pas réussi à trouver d'informations. Je n'arrive pas à trouver d'informations sur ce qui se passe réellement en interne au sein de Walgreens, mais de ce qu'on sait, de ce que je peux lire, la direction cherche activement à transformer l'entreprise. Ils veulent passer de simples distributeurs de médicaments, de pharmacie, à quelque chose de plus grand. Un lieu de santé, par exemple. Une destination. On va au Walgreens pour un sujet. Pas juste un point de passage pour venir prendre des médicaments. En gros, ils ont besoin d'une révolution. Et ils en ont besoin en 2013, maintenant. Et la réponse va venir de l'équipe innovation de Walgreens. D'après ce que je peux lire, c'est elle qui va sourcer Theranos et qui va la présenter à sa direction. À l'époque, on est encore sur cette jeune start-up californienne, dirigée par une jeune femme, avec son emblématique pull noir, sa voix grave, et qui a une promesse, cette promesse dont je vous ai parlé au début. La goutte de sang, les 200 analyses, 20 minutes, pas d'aiguille, et surtout des prix accessibles. Et ce que voit l'équipe innovation de Walgreens, c'est que si ça marche, si c'est vrai, et si c'est implémenté dans chaque Walgreens, ça fait que chaque centre Walgreens devient un centre de santé. Chaque pharmacie devient son propre laboratoire. Et ça c'est la révolution dont ils ont besoin. Elle est là, elle est maintenant, elle est avec Theranos. Et les deux directeurs qui vont porter le projet au sein de Theranos, ils sont tout simplement euphoriques. L'un notamment dira à ses collègues, de ce que je peux lire, qu'il a trouvé la start-up qui va changer la face de l'industrie. Alors, Walgreens, c'est pas leur premier rodéo. Ils sont là depuis un certain temps, donc ils vont faire ce qu'ils le font très bien. Ils vont mandater un expert indépendant pour vraiment valider cette technologie, avant de signer quoi que ce soit. Et ce consultant, qui a 30 ans d'expérience dans le domaine, qui est un consultant spécialisé dans les laboratoires de médicaments, qui a accompagné plus de 500 institutions, bref, un cador. Et ce cador s'appelle Kevin Hunter. Et d'ailleurs, cette décision de mandater un expert indépendant, c'est une très bonne décision. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ce que je veux vous montrer, c'est que comment, et je vous spoil déjà un peu la fin, comment Walgreens va prendre une bonne décision, qui est la nomination de cet expert, et va s'en défaire petit à petit.
et comment, malgré une bonne décision, ils vont être amenés à prendre une décision complètement opposée à ce qu'ils devraient faire. Alors comme toujours, je préviens, juger a posteriori est très facile, quand on est sur le moment, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça que je fais ces vidéos, et vous le savez, car je trouve que c'est très intéressant et je suis sûr qu'on peut apprendre des choses. Bref, revenons à notre histoire. Kevin Hunter, lui, il fait son taf. Il va à la rencontre de l'équipe de Theranos, il pose les questions qu'on pose dans le cadre d'audit, et quand on a 30 ans d'expérience. Est-ce qu'il peut voir la machine fonctionner en direct? Ah non, Theranos lui répond. Les brevets sont en cours. On ne peut pas. Ok? Est-ce qu'on peut faire un test comparatif avec un laboratoire certifié? Ah non, non. Pareil, Theranos refuse. Confidentialité. On est à la pointe de l'innovation. Faudrait pas se faire piquer l'idée. Ok. Est-ce que je peux visiter le laboratoire? Ah non. Non non plus. Ça c'est pas possible. Ça commence à faire beaucoup. Alors Hunter, il note tout. Mais il commence à avoir un très mauvais pressentiment. Et ce que je sais assez avec certitude, c'est que ces refus sont très bien documentés. Ils apparaissent dans le rapport de Hunter. Par contre, et soit, pas comme toujours, je dois vous l'avouer, ce que je ne sais pas, c'est comment ces objections, ces refus ont été présentés à Walgreen. Est-ce qu'on les a minimisés? Est-ce qu'on les a pas transmis? Bref, ça, je peux pas vous dire. Mais c'était dans le rapport de Hunter. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans son rapport, il dit clairement que Holmes, donc Elizabeth Holmes, sa fondatrice, et son associé, survendaient probablement leurs capacités. Il dit qu'il ne peut pas voir la machine et qu'il y a trop de zones d'ombre pour vraiment recommander une signature. Et pour en avoir le cœur net, Hunter va même jusqu'à demander à parler directement à la fondatrice. Alors cette conversation va avoir lieu en visioconférence. Et apparemment, ce qui a été dit, c'est que il va mettre en cause vraiment les tests, il va exprimer son pessimisme auprès de Holmes. Il va faire remonter ses doutes. Il va même dire que si les tests sont faux, c'est quand même la vie des gens, des décisions de vie ou de mort, et qu'il y a quand même une certaine responsabilité. Une très grosse responsabilité. Et Holmes va l'écouter. Mais elle va continuer. Elle va continuer son histoire. En gros, ça l'intéresse pas. Alors, petite précision. Je pourrais faire un arc assez large sur Holmes et pourquoi elle a voulu continuer. Parce que je parle de fraude depuis tout à l'heure, mais c'est pas tellement une fraude. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et peut-être un jour je reviendrai sur cet épisode. Mais là, c'est pas trop mon sujet. C'est pas ce que je veux expliciter. C'est pas ce que je veux explorer. Mais si vous avez 5 minutes et si cette histoire vous intéresse, je vous invite vraiment à explorer ce côté Holmes qui est très intéressant. Mais continuons. Par contre, Holmes, elle va pas, bien sûr, écouter Hunter, mais elle va faire ce qu'elle sait faire très bien, c'est qu'elle va aller voir Walgreen directement, et, de ce que je peux lire, c'est qu'elle va dire que Hunter interfère dans le projet avec ses questions. Et ça va avoir un sacré impact. Parce que la direction de Walgreen va prendre une décision. Une décision qui peut paraître surprenante. C'est qu'elle va exclure Hunter de toutes les réunions à propos de Theranos. Rappelez-vous, Hunter, un auditeur indépendant, chargé d'auditer Theranos,
est mis à l'écart des réunions traitant du sujet de Theranos. Vous allez me dire, surprenant. Et pour ça, il faut que je vous parle d'une autre personne. Un nom qui va rendre les choses bien plus difficiles. George Shultz. Peut-être ce nom ne vous dit rien. Mais à l'époque, c'est un sacré personnage. Je vous fais une présentation très rapide. Secrétaire d'État sous Reagan, il a à peu près et il est une figure de référence à Washington. Sa carrière entière, passée auprès des pouvoirs des États-Unis, lui a imposé une réputation. Il dit la vérité aux puissants. Car oui, il a une très longue carrière. Et il a fait beaucoup de choses. Alors, durant toute cette carrière, durant cette fin de carrière notamment, en 2011, il rencontre Holmes lors d'un dîner en Californie. Et ce qui est très symptomatique, ce qui va illustrer cette rencontre, c'est que quand il rentre chez lui, il dit littéralement à sa femme qu'il vient de rencontrer le prochain Steve Jobs. On retrouve cette notion. Et il va être tellement convaincu qu'il va rejoindre le board de Theranos. Ça veut dire qu'il met de l'argent. Mais il ne va pas faire que ça, en fait. Shultz, c'est tout simplement quelqu'un qui a un carnet d'adresses hyper important. Et il va recruter. Beaucoup recruter. Kissinger, Matisse, Perry, des généraux, des diplomates, des hommes et des femmes qui sont puissants, qui sont intelligents, qui sont compétents. Tous ces noms, quand on regarde le board un peu qui composait Theranos à l'époque, ça fait du lourd. C'est des noms qui ferment des questions avant qu'elles soient posées. Donc, littéralement, George Shultz a transformé Theranos et le board de Theranos de start-up sans audit indépendant en quelque chose qui semble avoir été validé par les esprits les plus brillants de l'époque. Et ça, si on en revient à Walgreen, ça c'est ce que voit Walgreen quand il regarde Theranos. Il voit ce board. Il voit ces noms. Alors, petit aparté. Attention, je ne dis pas que Shultz a trompé tout le monde. Ni Walgreen, ni les autres. Aucun document ne permet de l'affirmer. Mais il y a une sorte de crédibilité qui s'est mise en place, d'abord auprès de Shultz, puis lui ayant attiré d'autres personnes, ça va tout simplement rendre la chose crédible. Le biais d'Allo, j'en ai parlé régulièrement dans mes podcasts. Ce fameux biais qui fait croire des choses qui ne sont pas forcément réelles. Ou du moins on fait confiance à des gens alors qu'on ne devrait peut-être pas. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas la malveillance, parce qu'il y en a peut-être pas, c'est la mécanique. Parce que c'est ici que tout se joue. Pas vraiment dans la fraude ou l'esprit de Holmes. C'est pas dans l'enthousiasme des investisseurs. En fait, ici, il va y avoir une décision très administrative, presque banale, qui va être d'exclure un homme
notre fameux Hunter, qui connaît son métier, qui a fait sa due diligence, qui a posé les bonnes questions, les questions qui dérangent, mais qui ne va pas faire le poids face à un board de non autant réputé. Et ça se comprend. Comment un consultant, aussi compétent soit-il, aussi sérieux soit-il, peut-il concurrencer avec un board dont il y a les plus gros investisseurs dans le monde, au monde, il y a des esprits brillants, des gens compétents. Moi, personnellement, je peux comprendre leurs décisions. Mais ça malheureusement, ça va être le premier clou qui va enterrer le projet Theranos chez Walgreens. Bon, pour l'histoire. Hunter, lui, il va pas lâcher l'affaire. Il va aller trouver un directeur exécutif pour reprendre le dossier. Il va lui dire qu'il y a trop de signaux d'alarme, qu'il faut absolument ne pas signer. Mais ce directeur, il va avoir une phrase très symptomatique, qui va dire beaucoup, je trouve. Il va tout simplement dire, en fait, on ne peut pas ne pas poursuivre. On ne peut pas prendre le risque que CVS signe avec Theranos dans 6 mois. Alors CVS, si vous ne connaissez pas, c'est un concurrent de Walgreens, même idée, même taille d'entreprise environ, enfin bref à peu près. Donc c'est un gros concurrent. Et cette notion de concurrence, cette phrase, c'est le clou final dans cette bonne décision qui était l'auditeur indépendant. C'est pas une décision irrationnelle, effectivement. C'est une décision parfaitement cohérente dans la logique de Walgreens en 2013. La peur de rater, la peur qu'un concurrent vienne signer à leur place. Car oui, rappelez-vous, je l'ai dit en début, Walgreens a besoin de se renouveler, a besoin d'un miracle. Et ce miracle, il le tenait avec Theranos. Il ne pouvait pas laisser passer ça à la concurrence. Mais maintenant, avec le recul, ce qu'on voit, c'est que ils avaient l'information. Ils avaient l'information que le projet ne fonctionnait pas. Ou du moins, l'ensemble d'informations qui pointaient vers cet élément. Hunter l'avait produite. Elle était là. Sur le bureau. Écrit. Mais on a choisi, ou du moins Walgreens a choisi, que la peur du concurrent soit plus forte que l'information de l'expert. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Et l'un des points que moi je retiens de cette histoire. Lorsqu'on prend une décision, effectivement, l'information, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est la raison d'y croire. Et à contrario, dans notre cas ici, la raison de ne pas y croire. Donc une information, quand vous prenez une décision, il faut y croire. Car si vous n'y croyez pas, autant ne pas avoir cette information ou la mettre de côté. Bon, je vais vous la faire courte pour la fin. Walgreens signe. Eh oui, ils vont investir 140 millions de dollars. 41 pharmacies en Arizona vont avoir accès à ce dispositif, le fameux dispositif de Theranos. Des patients réels, des résultats réels envoyés aux médecins. Ça d'ailleurs, pour la petite histoire, Kevin Hunter va l'apprendre par mail. Et il sera d'ailleurs plus jamais consulté sur le dossier Theranos. Et ce qui est marrant, c'est que en parallèle, et d'ailleurs ça ferait une histoire très intéressante à raconter, en parallèle, au sein même de Theranos, il y a des techniciens qui commencent à dire que les résultats correspondent pas vraiment. Il y a quelques anomalies. Oups!
des incohérences, des chiffres qui ne tiennent pas. Ouh. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Holmes le sait à ce moment-là? Ce qui a montré le procès de Holmes en 2022, c'est qu'il y a des informations contradictoires. Apparemment, il y aurait eu des alertes en interne, mais ça n'a pas arrêté les signatures et Holmes aurait été plutôt dans l'état d'esprit de dire oui, il y a des problèmes, mais c'est qu'un épiphénomène sur une route toute tracée vers le succès. Succès, bof bof, hein, mais bon. Bref. Ça n'a pas arrêté les signatures et les chèques. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que je vous raconte l'histoire à travers le point de vue de Walgreen, de l'entreprise Walgreen et de Hunter. Mais ça va pas être le seul dans ce cas, en fait. Alors, sous d'autres formes. Oui, sous d'autres formes. Je vais en parler d'un qui me fait beaucoup marrer, c'est Rupert Murdoch. Peut-être que ce nom vous évoque quelque chose. C'est un entrepreneur qui a possédé beaucoup de médias, alors plutôt du côté anglophone, qui a eu beaucoup de puissance et il possède notamment le Wall Street Journal. C'est pas le seul, il a des chaînes télé, enfin bref, c'est une grosse entreprise de médias très puissante. Et Rupert Murdoch, lui, en 2015, bah, il va faire un chèque de 125 millions de dollars pour Theranos. Alors lui, il s'embête même pas. Pas de due diligence indépendante, pas d'experts et diagnostics médicaux. Bon, le propriétaire du Wall Street Journal, Rupert Murdoch, un homme qui a quand même construit son empire sur la capacité de ses journalistes à vérifier les faits, ou pas selon les cas, mais ça c'est d'autres histoires, va investir dans une entreprise sans vérification. Et le twist encore le plus intéressant, c'est que au même moment où il signe là, notre père Murdoch, eh ben, il y a un journaliste qui s'appelle John Carreyrou, excusez-moi si j'écorche le nom, qui travaille sur une enquête visant Theranos. Euh, alors peut-être Rupert Murdoch le sait ou le sait pas, c'est pas clair. Peut-être personne ne lui a dit, peut-être il n'a pas cherché à savoir. Mais notre fameux John, quand il va sortir son histoire, eh ben ça va être la fin de Theranos. C'est en 2015, juste après l'investissement de notre repère Murdoch, qui va sortir son article. Et c'est littéralement cet article qui va faire couler Theranos. Je vous la ferai très rapide pour l'histoire. 2016, la FDA, donc la Food Drug Administration, donc ce qui s'occupe de tous ces sujets-là, va suspendre les opérations de Theranos dès 2016. Donc bon. Walgreens ferme ses 41 pharmacies qui s'occupaient du sujet. En 2018, c'est Theranos qui ferme, carrément. 945 millions de dollars levés. Il y a 2 millions de tests qui ont été annulés, de tests sanguins, et qui étaient envoyés à des patients réels, avec des interprétations par des médecins réels. Enfin, un sacré nombre. Et puis bon, 2022, Holmes est condamné à 11 ans et 3 mois de prison. Hop, on est parti. Alors, Murdoch, lui, va revendre ses parts pour $1 symbolique. Walgreens va faire un peu mieux. Ils vont récupérer 28 millions sur les 145 investis. Ça fait mal. Bon, côté Kevin Hunter, sûrement une très mauvaise passe pour lui quand il n'a pas fait écouter, mais il travaille toujours. Lui, il va très bien. Hein. Son cabinet accompagne toujours les hôpitaux aux États-Unis. Il avait dit effectivement à Holmes qu'elle risquait de tuer quelqu'un. Il a mis ça par écrit. Personne ne l'a écouté. C'est l'histoire. Mais si je veux faire un peu une conclusion, est-ce que Walgreens a mal décidé? Comme toujours, c'est compliqué de répondre à cette question.
Aujourd'hui, avec le recul, on peut dire oui, évidemment. Mais je tiens à nuancer les propos. Car, à l'époque, ils ont des arguments qui se tiennent. Et oui. Et si, je donne une hypothèse, et si Theranos avait finalement réussi? Et si cet investissement n'avait pas concrétisé quelque chose? Ils rouleraient sur l'or. Ils seraient les dieux des pharmacies aujourd'hui, Walgreens. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais peut-être, il y a un monde où ça aurait pu. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la mécanique. La mécanique qui fait que Walgreens avait un expert indépendant qui a produit un rapport, qui a dit à voix haute, qui a alerté en interne que ça ne fonctionnait pas. C'est pas une décision brutale, hein, comme j'ai pu un peu le romancer, mais c'est une petite série de décisions, mis bout à bout. Mais qui a construit un mur entre Walgreens et l'information? Aucune de ces décisions n'est irrationnelle. Chacune avait sa logique, sa pression, sa cohérence interne. Et c'est ça qui est troublant. C'est ça qui est intéressant aussi dans la prise de décision. C'est pas qu'ils aient ignoré l'évidence. C'est littéralement qu'ils ont construit pièce par pièce le système pour ne plus entendre cet expert. Et c'est la question que ça pose dans la prise de décision, c'est que dans nos décisions importantes, est-ce qu'on est en capacité d'écouter la personne qui soulève une objection et qui semble ralentir l'ensemble du process? Vous, qu'est-ce que vous faites de cette information qui vient en contradiction? Est-ce que vous l'écoutez vraiment? Ou est-ce que vous construisez, sans le savoir, votre propre système pour repousser cette décision? Voilà. Voilà. Encore une belle histoire d'entreprise qui nous apprend plein de choses sur la prise de décision. Et croyez-moi, c'est un gros sujet. C'est un très gros sujet que moi je trouve personnellement passionnant. Alors si toi aussi tu aimes ces histoires, cet apprentissage, cet sujet même de la prise de décision, eh ben je t'invite à t'abonner, à partager, à liker. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien, mais ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je te dis à très vite pour d'autres histoires d'entreprise et surtout d'autres apprentissages sur la prise de décision. Allez, ciao.